C'est parti pour cette petite vidéo récap de cette trêve internationale pour l'équipe de France. Il y a quelque chose à dire quand même. Il y a des petites satisfactions, des petites déceptions aussi peut-être. On verra ce qu'on va en dire. Et comme d'habitude, on accueille Baptiste. Ça va Baptiste ? Ça va Max ? Bah ma foi, 2 matchs de l'équipe de France, 2 victoires. Donc comment ne pas être heureux après cette trêve internationale quand on est français ? Parce qu'il y a certaines équipes, certaines nationalités qui n'ont pas le sourire. Voilà. Ils se sont levés un peu avec la gueule de bois ces derniers jours. Mais nous en France on est bien. Franchement on est bien. Je sais pas ce que t'en as pensé toi de ces 2 matchs. Mais c'était plutôt très très bien. Écoute, moi je trouve que ça a été bien géré. On a vu un peu tout le monde. On gagne nos 2 matchs, donc parfait pour la confiance, parfait pour la revue d'effectifs. Pas de blessures, alors qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui ont joué des coupes d'Europe après. Donc une trêve internationale rondement menée par Dédé et puis des nouveaux qui se sont illustrés. On en parlera au fil de l'émission. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, pour reprendre un peu, on avait ce premier match contre la Côte d'Ivoire qui a vraiment fait office de vrai test, en fait, parce que c'est là vraiment où on a eu la quasi l'équipe type, en fait, de l'équipe de France, avec, du coup, hop là, on va changer, bim, avec cette victoire 2-1, au forceps, quand même, et en toute fin de match, avec des buts d'Olivier Giroud qui faisait son retour, un retour gagnant, mine de rien, et un but en toute fin de match de Tchouaméni. Un bon match, un bon test quand même. C'est jamais facile de reprendre là, voilà, un premier match après le championnat, après tout ça. Donc toi, cette victoire un peu, si tu devais pas la qualifier, mais tu vois, lui donner un peu une importance, un peu ou une analyse, qu'est-ce que t'en ferais toi de cette victoire ? Déjà, ce qui est assez positif, je trouve, c'est la volonté de ce groupe de gagner parce que c'est un match amical en plein cœur de la saison, avant même la fin de saison qui s'annonce forte pour tous les clubs. Donc, j'ai bien aimé la mentalité de se battre pour aller gagner, pour aller arracher la victoire dans les dernières minutes. Et je pense que c'est quand même l'état d'esprit qui, sur ce match, est à souligner. Et puis, moi, je suis content parce que les 2 joueurs qui m'intéressaient le plus avant ce match, Giroud et Tchouaméni, ont marqué. On dit tout le temps sur le Club 115 que le foot, c'est pas que des stats. Mais mine de rien, ça met ces 2 joueurs en lumière. Et je trouve que ça remet aussi ces 2 joueurs au centre des discussions pour Didier Deschamps. Bah, c'est clair, c'est vraiment là la première leçon qu'on peut tirer un peu de cette trêve internationale, c'est que il y a vraiment un énorme groupe qui est en train de se constituer et à la différence peut-être des années précédentes et même de la Coupe du Monde 2018 où vraiment il y avait un très bon 11 titulaire et après des remplaçants qui ok sont très bons mais qui enfin là, tu vois, en 2018, en finale, Kanté se blesse, c'est Nzonzi qui rentre. Bah là, je suis désolé, mais si Kanté il se blesse et c'est Tchouaméni qui rentre, c'est un autre calibre. Enfin, déjà, au milieu de terrain, t'es plus serein, je trouve. C'est clair et moi je sais pas ce que tu en penses, alors on verra ce que Deschamps fera parce il est quand même assez réticent au changement, il est très conservateur, on le sait. Mais je trouve que Tchouaméni, ça va quand même être de plus en plus difficile de lui dire qu'il n'est pas dans le 11 type parce que à chaque fois qu'il a été appelé, à chaque fois qu'il a été titularisé, il a répondu présent. Bah c'est ça, bah, je pense que de toute façon c'est l'avenir, Tchouaméni. Ouais. Je pense vraiment, alors après on va en reparler, mais des gagnants, des perdants, des projections sur l'avenir. Mais c'est clairement le joueur qui se révèle de ces derniers mois et qui serait prêt à toquer à la porte, mais je pense que, comme tu as dit, ça va pas être la réflexion de Deschamps. Il va garder son système et les joueurs qu'il a actuellement en place. Et après ce match donc au forceps, on avait ce match de mardi soir, il me semble. France-Afrique du Sud à Lille. Avec une victoire là écrasante. Donc l'adversaire était aussi d'un moindre niveau que la Côte d'Ivoire, tout de même. Mais en ayant fait tourner, la France a gagné. Parce que voilà, hein, on avait quand même voilà, une compétition d'équipe avec pas mal de changements. On avait Saliba et Klose qui faisaient leur début en équipe de France.
On avait Adrien Rabiot qui était venu aussi épauler N'Golo Kanté, donc les deux milieux qui n'avaient pas joué contre la Côte d'Ivoire. On avait Mbappé qui revenait après son infection ORL. Donc il y avait pas mal de changements, même Digne sur le côté, à la place de Théo Hernandez. Donc, mais malgré ça, comme on a dit, bah, tu changes presque la moitié de l'équipe, même presque 70-80% de l'équipe, bah, tu gagnes et ça tourne surtout. Moi, c'est ça que j'ai vu pendant les deux premiers matchs, enfin ces deux matchs-là, c'est que avant, on pouvait se plaindre du jeu de l'équipe de France, du jeu de Didier Deschamps. Là, ça joue. Il y a un vrai jeu qui est mis en place et c'est plaisant à voir, quoi. Ça joue, et comme tu dis, dans la continuité de ça, c'est qu'on met un gros score au Sudaf. Alors certes, l'Afrique du Sud n'est en effet vraiment pas dans une très très bonne période, mais néanmoins, je trouve que par rapport aux adversaires de l'équipe de France, par rapport aux équipes qu'on va affronter au Mondial cette année, bah c'est pas mal de mettre un gros score, de mettre un 5-0, parce que ça montre qu'on est là, ça montre qu'on répond présent, qu'on est dans la lignée, qu'on gagne nos matchs. Après la Ligue des Nations qu'on a même remporté, et je trouve vraiment ça cool que l'équipe de France, tu vois, avant, elle avait tendance, tu parlais d'avoir un jeu un peu moins bien, mais elle avait aussi tendance, sur des matchs comme ça, face aux plus petites nations, un peu à galérer et du coup à faire des scores, mais un peu miteux, un peu du 1-0, du 2-1, même, voire parfois du 0-0 contre le Luxembourg. Et là, tu mets 5-0 et je trouve que ça marque les esprits. Ça, c'est bien. Et puis pour aller dans ton sens, c'est que, tu vois, là où des fois, il y a quelques années, on se serait contenté du 2-0, voilà, on est supérieur à eux. Leur gardien fait aussi un énorme match, le gardien sud-africain quand même. Mais on contrôlait à balle le match et tout ça. Mais on a quand même été marqué 3 buts dans le dernier quart d'heure. Voilà, même au bout, pareil dans le temps additionnel, ça montre, comme tu dis, que bah en fait on n'est pas là pour rigoler, et si on va vous en mettre 4 ou 5, on en met 4 ou 5, quoi. C'est exactement ça. Et pour moi, à mon tour, aller dans ton sens, c'est aussi le fait que tu as des remplaçants qui aient faim. Quand tu fais rentrer Guendouzi, que Guendouzi il marque, il prend sa chance dans le temps additionnel, il prend sa chance, il met la balle petit filet, bah, tu es récompensé d'avoir donné sa chance à un jeune, et tu montres aussi que bah, tu installes une petite concurrence dans le groupe, tout ça. Et je trouve ça très intéressant. C'est beaucoup plus intéressant pour moi d'avoir un Saliba, un Guendouzi qui vont venir apporter leur volonté d'être dans le 11 type, plutôt que des remplaçants à la Nzonzi qu'on avait évoqué en 2018, même si c'est le taf, mais qui n'ont pas une volonté réelle un jour d'intégrer le 11. C'est ça, c'est ce 109 un peu qui a été mis depuis quelques semaines, quelques mois. Parce que Chouameni aussi, il est très jeune, hein, voilà, même les frères Hernandez sont encore très très jeunes. Mais c'est bien de voilà ce petit mélange entre les cadres, la jeunesse, la fougue un peu et l'expérience qui donne vraiment un très bon cocktail pour le moment. Et c'est aussi, je pense, un groupe qui, comme d'habitude avec les groupes de Didier Deschamps, un groupe qui vit bien. Un groupe qui ils s'entendent bien, ils sont contents de jouer ensemble. Ça fait du bien aussi de voir ça, quoi. Et peut-être pour conclure sur cette partie, le truc qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on avait observé sur les derniers matchs qu'on avait quand même développé une petite forme de Benzema dépendance, mine de rien, notamment à la Ligue des Nations où c'est lui qui nous a sauvés 2 fois. Et je trouve ça cool là pour des matchs un peu plus modestes, d'avoir pu se passer de lui et d'avoir peut-être pu trouver d'autres circuits, faire jouer d'autres joueurs. Je trouve qu'on est quand même gagnant sur toute la ligne sur cette double confrontation qu'on a eue. C'est ça. Et donc du coup, bah, on a bien parlé quand même de ces deux matchs. On va commencer à parler. Moi, je voulais aborder quelque chose parce que c'est un point sur l'équipe de France qui avait fait débat il y a quelques temps, avant la phase finale de la Ligue des Nations. C'est le système de jeu. Parce que dans le football en général, depuis quelques années, il y a une espèce de transition qui est en train de se faire, portée par des entraîneurs comme Conte et tout ça, vers le système à 3 défenseurs avec des pistons pour apporter le surnombre en attaque, mais aussi garder cette assise défensive à 5 défenseurs quand on en a besoin. Et ce qui est très bien et ce qui n'est pas souvent arrivé, il me semble, en équipe de France, c'est que le système entre les deux matchs, malgré la rotation, malgré le turnover, le système n'a pas changé. C'est-à-dire que, voilà, si on remet un peu l'Afrique du Sud, le système en 3-4-1-2 n'a pas changé. C'est vraiment, là, je pense que c'est vraiment le système établi pour l'équipe de France, celui qui s'adapte le mieux aussi aux forces en présence. Mais ça y est, je pense que là, excite le 4-2-3-1 qu'on avait vu en 2018 en Russie. Voilà, les 4-4-2 là, qu'on avait vu aussi quelques fois. Bon, là non, 3-4-1-2, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que c'est aussi rassurant à combien de mois là? On est à 8 mois, 7 mois Moi, du ouais. mondial?
d'avoir vraiment, ok, bah j'ai mon équipe type, j'ai mon socle de joueurs, j'ai mon dispositif. On s'est entraîné comme ça dans ce dispositif-là pendant la semaine. Les prochaines échéances, on va revenir à la fin de la vidéo sur les prochaines échéances, mais on va aussi jouer comme ça. Donc ils vont arriver vraiment en novembre avec des certitudes, des résultats, de la confiance et let's go quoi. C'est ça qui est très bien, hein. Ouais, moi je veux bien rebondir sur quelque chose d'intéressant que tu as dit. Tu as parlé d'un système qui collait bien aux forces en présence. Et justement, je trouve que c'est très intéressant parce que avec la défense centrale à 3, les trois défenseurs centraux, on retrouve la base défensive solide que veut Dédé dans toutes ses équipes depuis qu'il entraîne. Avec des pistons offensifs, deux milieux, t'as pas besoin de plus de toute façon, puisque tu auras deux milieux qui vont être travailleurs sous des champs. Un Kanté qui joue pour 1,5, 2 de toute façon, donc t'as pas forcément besoin d'avoir un milieu 3. Et en plus, ce système te permet de jouer avec trois attaquants, et trois attaquants qui savent très bien combiner ensemble, donc t'as pas besoin de leur en mettre un quatrième dans les pattes dans un 4-2-3-1 par exemple. Donc je trouve que le système hybride comme ça, où tu peux adapter, en plus t'as un Hernandez à gauche qui va s'imposer bientôt, enfin ça va être une dinguerie, et je trouve que ça correspond parfaitement au jeu déjà, au jeu moderne, et ensuite aux joueurs qu'ont l'équipe de France, quelle est l'équipe de France actuellement. Mine de rien, après, peut-être qu'on peut relancer un peu le sujet du piston droit, parce que pour moi, ça reste encore la petite touche à vraiment apporter pour que ce soit parfait, que ça colle parfaitement à l'équipe. Moi je pense qu'il n'y a pas de débat en piston droit. Je pense que ça va être Kingsley Coman. Parce que justement, je voulais en parler du fait que ce système aussi, avec les pistons, ça va permettre. Alors, si je me mets vraiment dans la tête de Deschamps, c'est que de mettre Coman à droite et Hernandez à gauche, ça permet aussi au cas où, si vraiment, du coup, déjà, Kingsley Coman fait une pure saison avec le Bayern, et on se souvient de ses dernières sorties avec l'équipe de France, mais ça te permet aussi que même si Coman ne fait pas forcément les replis à 100% à chaque fois, tu peux toujours te déplacer à 4 défenseurs. Tu vois, si tu fais jouer un Koundé dans la défense à 3, hop là, il peut, sur des séquences, pas sur un match entier, mais sur des séquences, hop là, décalé, et du coup, tu aurais Théo Hernandez à gauche, voilà, dans une défense à 4 à plat, quand Coman revient par exemple d'une chevauchée et on se prend une contre-attaque, on reste à 4. Après, tu dis par exemple que Coman, il fait pas toujours les replis, c'est vrai, mais par contre, on peut aussi dire quelque chose de très positif, c'est que cette saison avec le Bayern, ils ont joué quand même beaucoup avec 5 attaquants, et du coup, ils ont appris les ailiers Gnabry, Sané, Coman à faire les replis. Et moi, j'ai vu beaucoup de matchs du Bayern où Coman faisait des retours qui étaient vraiment monstrueux dans la surface. Il jouait un peu dans les deux surfaces. Avant, c'était un joueur très rapide, etc. Mais là, on commence à lui découvrir aussi des bonnes capacités d'endurance qui sont quand même les principales qualités que doivent avoir un piston. Donc, même s'il va pas être très fort dans le duel physique, même s'il a pas des qualités de défenseur en termes de tact, de positionnement, etc., moi, je pense que le fait qu'il puisse alterner d'une surface à l'autre, c'est le principal et c'est ce dont on aura besoin pour les matchs vraiment à fort enjeu. C'est ça, et puis tu vois, on parlait de, voilà, au cas où Koundé qui peut aussi dépanner à droite, il n'est pas non plus étranger. On peut rajouter Pavard aussi, hein, que dans cette disposition-là, il va retrouver un peu ses premières amours de défense centrale, mais qui aussi Pavard, peut dépanner à droite. Donc en fait, c'est vraiment le système idoine, je pense, et en termes de défense, et encore, on n'a pas parlé du milieu, et c'est là où, quand on parlait de Chouamini, là maintenant, à deux milieux de terrain, là c'est compliqué. Pogba, Kanté, ça va être très dur à bouger pour cette Coupe du Monde. Je pense qu'après, il va vraiment s'installer. Mais là, je pense qu'il devra se contenter de remplacement, tout simplement. je vois les choses comme toi. Alors, juste pour finir sur Pavard, l'autre chose qui est intéressante, c'est que du coup, au Bayern, il va sûrement être aussi replacé en défense centrale dès la saison prochaine. Donc, pour moi, Deschamps, il n'y aura plus de débat non plus, le replacera en défense centrale là, dans sa défense à 3, soit titulaire ou remplaçant, peu importe. Et ensuite, pour Tchouaméni, certes, il ne sera pas titulaire. Moi, je suis comme toi. Je pense qu'en plus, il va aller dans un plus grand club que Monaco après enfin, la saison prochaine serait potentiellement le Real Madrid a priori. Donc je pense que là, il prendra son envol et donc une place de titulaire dans le 11 de l'équipe de France. Mais par contre, ce qu'il faut aussi dire, c'est que c'est très intéressant dans un match à enjeu ou dans un match élimination directe où tu mènes. Potentiellement, tu peux faire sortir un de tes trois joueurs devant et faire après reconstituer un milieu à trois, un milieu plus travailleur ou alors du poste pour poste. Mais en tout cas, Tchouaméni, il offre quand même différentes options et surtout
sa palette complète de jeux sera très intéressante à utiliser, quel que soit le résultat quand il rentre sur le terrain. Ouais, c'est clair. Moi, c'est là où bah, du coup, ça serait peut-être une vidéo à faire, tu vois, le comparatif entre l'équipe de France 2022 et l'équipe de France 2018, laquelle est la plus forte. Et on n'a pas encore parlé de ce système qui met dans un fauteuil en cuir italien Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, dans ce système-là, il se régale. Avec ses qualités de meneur de jeu, de distribution, de QI football et tout ça, mais il est moins vif, il a moins de capacité pour jouer vraiment ailier ou faux neuf ou tu vois deuxième attaquant. Mais là en numéro 10, un peu libéré de tâches défensives. Parce que justement, tu as cette défense à 5 qui est les deux milieux extrêmement travailleurs. Parce que, ok, on dit Kanté, Pogba en termes de capacité de récupération de ballon, il est sérieux. Donc là, Griezmann, il est en mode vraiment, bah en fait, c'est toi le meneur de jeu, électron libre, vas-y. T'as deux attaquants que tu peux servir dans la profondeur, dans les pieds, n'importe que toi. Tu vas avoir des pistons qui vont partir à chaque fois. T'es libre. Et ça c'est même limite le gros point positif de ce changement de dispositif. Ouais, et puis de toute façon, Griezmann, il parle le même football que les 2 joueurs qui vont être associés à lui. C'est-à-dire que s'ils ont pas de pépins, normalement, on sait très bien que ce seront Benzema et Mbappé qui seront avec lui et c'est 3 joueurs qui connectent direct. Même l'année dernière, quand Benzema était revenu, direct, tu sentais qu'il y avait une connexion et rien que pour ça, Griezmann, tu peux pas l'enlever et la liaison qu'il fait avec le milieu de terrain est de toute façon indispensable, non seulement au jeu de l'équipe de France, mais aussi aux exigences du football moderne qui demande des joueurs, bah, capables de couvrir un maximum de surface sur le terrain. C'est ça, c'est parfait pour lui. Moi, vraiment, comme tu dis, ça parle le même football, ça va combiner avec Benzema qui a montré qu'il peut très bien combiner dans les petits espaces aussi, Mbappé qui va prendre la profondeur dès qu'il faut. Enfin, ça offre vraiment, comme tu dis, une palette technique, une palette tactique aussi, vraiment extrêmement large. Et pour être encore plus imprévisible en fait, parce que le principal défaut de l'équipe de France des années précédentes, même en 2018, bah, c'était qu'en fait on savait comment ça allait jouer. C'était un peu stéréotypé, voilà, ça passait beaucoup par une déviation de Giroud, ou voilà, un petit exploit sur le côté d'Mbappé, bon, ou des coups de pied arrêtés, voilà, l'importance des coups de pied arrêtés. Là, t'es un peu plus imprévisible et c'est beaucoup mieux pour aborder une grande compétition comme la Coupe du Monde où tu vas être le grand favori aussi. Dans, dans le domaine de l'imprévisibilité, de toute façon, le gros point fort aussi de ce schéma, c'est que les 3 mecs de devant, ils dézonent sans cesse. Du coup, ils sont difficiles à marquer, ils sont difficiles à prendre, ils participent beaucoup au jeu, et je trouve que bah, du coup, on parlait de la construction tout à l'heure, mais elle s'est aussi vachement fluidifiée grâce à ce système qui permet bah, de voir un Benzema qui va venir au milieu de terrain, puis tu as Griezmann qui va se balader à aile droite ou à aile gauche, Mbappé pareil. Ça, c'est vraiment pareil le gros point fort, et je pense que ces joueurs-là, c'est les rend encore meilleurs, plus imprévisibles, mais aussi meilleurs parce qu'ils aiment avoir une certaine liberté de placement, et comme ils sentent bien les coups, c'est tout bénef pour le collectif. Exactement. Donc le collectif qui sublime les individualités, parfaite transition pour un peu aborder du coup maintenant les gagnants et les perdants un peu de cette trêve internationale. Parce que, alors, je pense qu'on va pas s'attarder sur les perdants parce que j'en vois pas forcément de perdants. Ah, si peut-être, parce que les absents ont toujours tort. Léo Dubois. De toute façon, Léo Dubois, je trouve que à long terme, il n'aurait pas été titulaire quoi qu'il arrive. Et surtout dans ce système-là, je pense qu'il allait de moins en moins rentrer en jeu. On l'avait vu à la Ligue des Nations rentrer à la place de Pavard, mais je pense que c'était une solution à court terme. Et ses performances en club, de toute façon, ne lui permettent pas actuellement de postuler à une place de titulaire avec les Bleus. Donc même si c'est un perdant, ça va pas impacter réellement l'équipe. Ouais, mais c'est quand même un perdant, du coup, lui, dans son statut et dans son. Moi, je pense qu'il ne va même pas y aller parce que le match de Klose hier, très bon dans ce système de piston. Avec, de toute façon, on l'a vu à Lens, hein, et bon, il est un peu plus. Un peu moins bon que l'année dernière pour moi, cette saison. Mais ça reste un joueur qui est capable de vraiment se projeter vers l'avant, qui reste très solide défensivement et qui a aussi une très bonne qualité de centre qui est indispensable quand tu joues à deux pointes en fait dans ce système. Donc clairement là, tu vois la doublette à droite, Coman et Klose, déjà ça t'apporte où tu vas jouer vraiment l'attaque avec Coman ou tu te fais une petite sécurité avec Klose sans perdre non plus trop au niveau offensif. Mais là, Dubois ne rentre pas du tout dans le groupe en fait, tout simplement. Après, après oui, Dubois, je trouve qu'en équipe de France, il a jamais non plus été trop mauvais.
Moi, je l'ai vu faire des matchs qui étaient aussi assez corrects, voire bons. Donc moi, je pense que Deschamps, il l'écarte pas là, de facto. Par contre, moi, je trouve que quoi qu'il arrive, que tu ailles avec Klose ou Dubois, parce qu'a priori, tu iras pas avec Mukiele, c'est trop tard, que tu ailles avec avec l'un de ces 2 joueurs, quoi qu'il arrive, c'est plutôt bon pour le groupe parce que c'est 2 soldats qui vont se battre quand ils vont rentrer en jeu et qui vont pas faire de vagues s'ils jouent pas. Donc en soi, c'est pas mauvais que ce soit l'un ou l'autre. Non, non, c'est clair. Mais du coup, à part ça, vraiment, je vois pas de perdant, hein, parce que toi, t'en Non, vois? non, alors pas de perdant direct, mais moi je trouve que plus ça va, plus j'aurais tendance à dire que Rabiot il perd quand même du terrain. À mes yeux en tout cas, peut-être pas aux yeux de Deschamps, mais je trouve que bah tu vois l'entrée de Guendouzi, le niveau de Tchouaméni et le fait que Pogba, Kanté ce soit inamovible et qu'en plus de ça, tu sais que de plus en plus tu vas jouer qu'à deux milieux de terrain, on devrait quand même moins voir Rabiot, voir pas vraiment, pas du tout lors de la Coupe du Monde. Bah, en fait, c'est le 5. Là, tu vois, dans la hiérarchie qu'on vient de dire, c'est le cinquième, en fait, hein. Ah bah clairement, clairement. C'est le cinquième, parce que Gendouzi, même s'il est jeune, et il fait quand même une énorme saison avec Marseille. Là, il a montré qu'il pouvait apporter sa fougue justement et sa capacité à. Ce qui est bien avec les profils qu'il y a au milieu, c'est que Gendouzi apporte cette projection vers l'avant qu'a pas forcément Kanté ni Chouameni. Lui, s'il faut en dribbler 3 pour aller vers le poteau de corner ou apporter le danger, il va le faire. Et on le voit à Marseille, ça dézone beaucoup, ça n'hésite pas à aller vers l'avant. Et ça a aussi cette capacité de, en fait, si je dois aller au combat, bah j'y vais en fait. Mais Euh, je dois me taper avec le milieu de terrain là, je dois me taper avec Busquets, pas de problème. Vas-y, je vais faire un front contre front, il a pas peur, tu vois. C'est ça qui est bien. Mais c'est exactement ça le truc, c'est qu'en fait, j'allais te dire tout simplement, Guendouzi a plus faim que Rabiot. Exactement, ouais, c'est ça. Donc Rabiot, pour moi, là, c'est le cinquième dans la hiérarchie. Je pense que heureusement pour lui, sa place ne va pas être menacée pour la Coupe du Monde, parce que je vois pas vraiment un milieu de terrain qui explose en ce moment et qui pourrait briguer une place à 7 mois sans avoir été convoqué au préalable. Je vois pas, mais c'est sûr, comme tu as dit, il va se contenter du troisième match de poule si on gagne les deux derniers, quoi, les deux premiers, Ouais, ouais. À la limite, clairement. tu vois, pour moi, le seul truc qui pourrait faire en sorte qu'il vraiment disparaisse, ce serait même pas des performances atroces à la Juve, mais ce serait de l'extra sportif, ce serait du Véronique Rabiot, ce serait ce genre de choses qui pourraient faire en sorte qu'il y soit pas. Mais il a pas fait non plus de mauvaises performances en équipe de France, donc en soi, Deschamps va pas l'enlever. Non, on peut pas dire qu'il ait fait des erreurs, mais il est pas transcendant, quoi. Il t'apporte pas un plus énorme. C'est un joueur fiable, parce que tu sais ce que tu vas avoir avec lui. C'est-à-dire une qualité technique quand même très bonne. Il peut garder le ballon. Il peut aussi voilà, temporiser. Il peut dicter aussi un peu le tempo de ton équipe. Mais c'est pas lui que tu vas faire rentrer à la 75e parce qu'il faut que tu mettes un point en plus dans le milieu de terrain ou que tu dois taffer à la récupération, un truc comme ça, quoi, tu vois. Bah, c'est ça et peut-être pour conclure un peu sur ce sujet aussi, c'est que tu as parlé de Busquets, mais parce que c'est très clair que l'Espagne, par exemple, c'est une équipe en pleine progression, probablement une équipe que la France pourra retrouver encore en coupe du monde si on va loin et face à une équipe qui fait aussi bien tourner la balle, qui met autant de rythme, bah, un joueur comme Rabiot n'est pas invité malheureusement aujourd'hui à ce niveau-là. C'est clair. Du coup, passons aux gagnants, quand même. Bah on en a un peu parlé, hein, mais les gagnants, la paire Guendouzi Chouameni quand même, hein, qui s'impose de plus en plus au milieu comme des alternatives à Pogba Kanté. Bon, je pense qu'on a déjà tout dit sur leur profil et sur leur performance. Moi, j'ai bien aimé le match de Maignan. Parce que je trouve que dans ce dispositif-là, il est beaucoup plus rassurant que Lloris dans le jeu au pied. Dans un Mais dispositif comme ça, à 3 défenseurs, il faut vraiment avoir un gardien sur lequel tu peux compter pour, au cas où, donner le ballon au pied et faire une belle relance. Et ça, je trouve qu'il apporte quelque chose que Lloris, ça a toujours été son point faible, je trouve. alors, déjà, je suis totalement d'accord, mais unpopular opinion, j'ai envie de te dire presque que Maignan est plus rassurant que Lloris tout court. Alors, certes, Lloris, dans les dernières compétitions, il a souvent fait ce qu'il avait à faire, mais son jeu au pied est vraiment problématique. Et je trouve que même sur la saison en club, Maignan est en train de faire oublier Donnarumma au Milan, alors que Lloris est quand même pas au mieux avec Tottenham. Bah, ouais, En sur soi, cette si saison, oui. vraiment sur cette saison, oui. Donc pour moi, si vraiment tu devais en choisir un sans
faire un détour sans parler de Capitana, sans parler du passif de ces 2 joueurs avec les Bleus, en soi, Maignan est intrinsèquement meilleur actuellement que Lloris. Ah oui, il y a aucun doute là-dessus. Franchement, je pense que personne va nous tomber dessus si on dit que Maignan fait une meilleure saison. Et moi, c'est mon opinion, mais pour moi, il devrait être numéro 1 à la Coupe du Monde, ne serait-ce que c'est bon, c'est ton heure. Maignan, t'as 26 ans, tu t'imposes dans un club comme l'AC Milan, tu sors des grosses prestations, on peut compter sur toi. Lloris, merci pour les travaux, à 37 ans, mais si tu peux nous le former dans une grande compétition, être un peu le grand frère pour le lancer ensuite pour l'Euro qui suit et tout ça, et pour les 5-6 prochaines années, vas-y. Mais là, j'ai besoin du meilleur en fait. On doit défendre notre trophée. Je pense que la France aura légitimement des ambitions de remporter la Coupe du Monde pour la deuxième fois de suite. On a besoin du meilleur. Et pour l'instant, je pense que le meilleur, c'est Maignan. Et je m'inscris dans ça, et je rappelle aussi que sur le dernier Euro, non seulement la France s'est fait sortir au tir au but, mais en plus de ça, il y a eu beaucoup de matchs qui se sont joués au tir au but parce que les niveaux sont vraiment très serrés en ce moment. Et que Maignan en tir au but, je préfère 10 fois l'avoir par rapport à Lloris. Lloris, on a toujours su que c'était son point faible. Maignan serait beaucoup plus rassurant, il aurait beaucoup plus de potentiel de nous faire gagner une séance de tir au but. Et deuxièmement, c'est qu'on a vu aussi la fameuse stat des équipes qui non seulement ne gagnent pas 2 Coupes du Monde consécutives, mais en plus se font sortir au premier tour après avoir gagné celle d'avant. Et c'est dû aussi au fait qu'en général, il y a un manque de renouvellement dans le 11. On garde les hommes qui ont gagné la Coupe du Monde précédente. Lloris étant un homme de base, moi je pense que ça peut être cool de mettre un nouveau gardien qui a plus faim, mais malheureusement là on parle d'une 5e dimension qui va probablement pas arriver hors blessure de Lloris. Ouais. Mais je trouve quand même pourtant que ça pourrait apporter quelque chose de mieux. Tu l'as dit, 109, 26 ans, go quoi. C'est clair. Et enfin, je pense que le grand gagnant, celui qui sort le torse bombé de ce rassemblement, c'est quand même Olivier Giroud. C'est quand même incroyable. Maxime, tu le connais mieux que moi, tu suis pas mal les matchs d'Arsenal, c'est un joueur fétiche. Enfin, pour toi, moi je l'ai suivi déjà à Tours quand il était en Ligue 2. Ensuite, Montpellier, il avait crevé l'écran. Arsenal, et ensuite Chelsea, et maintenant le Milan. Moi, ça me fait plaisir parce que c'est un joueur que j'affectionne tout particulièrement par son côté. C'est un peu le mouton noir dans l'esprit des gens. Parce que voilà, il y a cette guéguerre avec Benzema, alors qu'ils en ont rien à voir l'un avec l'autre. Je veux dire, c'est pas à cause de Giroud que Benzema a été écarté de l'équipe de France. C'est pas à cause de Giroud non plus, tiens, j'en place une comme ça, que Benzema n'avait pas marqué pendant plus de 1000 minutes. C'est pas à cause de lui. Mais quel plaisir de le voir revenir. Et c'est le synonyme aussi de sa carrière. Enfin, c'est le symbole, c'est que il revient. Et il marque, en fait, il ferme des bouches. Tu vois, il revient, c'était un peu un paria, tout le monde disait c'est bon, c'est fini, Benzema, là, même Ben Yedder, machin, là, très bien. Mais là, lui, il vient, il marque, il l'apporte dans le jeu. Il est lui aussi parfaitement intégré dans ce 3-4-1-2. Voilà, avec un attaquant comme Mbappé en plus qui va tourner autour de lui, qui va rendre fou les défenseurs. Lui, il aura beaucoup plus de liberté pour jouer en pivot, en une touche et tout. Enfin, c'est parfait. Enfin, ces 2 matchs sont parfaits et je suis tellement content. C'est génial. Au même titre qu'un joueur comme Benzema, en plus, il a un professionnalisme qui est redoutable. Moi, je trouve que c'est un mec, comme tu dis, il revient tout le temps. Mais pourquoi? Parce qu'il travaille, parce qu'il est en forme physique et puis parce qu'il a un gros mental. Il était mis sur le banc à Chelsea, il jouait plus, mais il a quand même continué à garder de la fraîcheur. Il renchaîne au Milan et tout. Enfin, c'est un joueur formidable. Et en vrai, même si on sait tous à jamais, nous qui avons connu les 2 époques, que Titi Henry sera meilleur que Giroud, au fond de nous, on a tous un petit peu envie que Giroud aille chercher le record. Mais encore une fois, pour fermer les bouches. C'est ça. Juste pour que les gens qui l'ont pris, voilà, comme le Calimero, voilà, enfin vraiment le bouc émissaire quoi. À chaque fois qu'il y avait un mauvais résultat, c'était à cause de Giroud, tu vois. Et même après la Coupe du Monde où il a pas marqué de but, mais par contre, dans le jeu, oui, il faut regarder. En fait, faut pas regarder comme on dit que les feuilles de stats, parce qu'en fait Giroud, c'est lui qui donne le but de Mbappé pour l'égalisation. C'est le 2-1 ou le 2-2, je sais plus. Mais la déviation en une touche qu'il fait pour Mbappé là, pour son premier but, c'est lui qui l'a fait, faut qu'il soit là. Lors du premier match, c'est sa frappe qui est contrée et qui est reprise par Mbappé juste avant la ligne. Mais ça, les gens le voient pas parce que c'est pas sur les lignes de stats.
Et puis qu'on aime ce style de jeu à la Deschamps ou qu'on ne l'aime pas, de toute façon, c'est le style de jeu qu'on a vu lors de cette Coupe du monde 2018, style de jeu défensif où Giroud avait pleinement sa place en étant replacé sur les coups de pied arrêtés, en défendant aussi bien que Varane et Umtiti presque. Donc Giroud a fait tout le temps le taf qu'on lui a demandé dans son registre, et pour ça, c'est assez injuste en soi de le retirer de la sélection, et il mérite de faire une 3e et dernière Coupe du monde pour sortir la tête haute. Et puis, pour l'anecdote, style de jeu défensif, mais la France arrive quand même avec la meilleure attaque de la Coupe du Monde. Aussi, En et aussi mettant avec, 4 en finale. avec Giroud en pointe, voilà. Voilà. Et enfin, on parlait tout à l'heure, je parlais de l'état d'esprit des joueurs individuels. Benzema, quand il marque contre la Suisse, Giroud explose de joie sur le banc de touche. Et On on a l'a besoin tous vu passer cette image hein, de lui sur le banc là, avec les 2 bras levés et tout. Non, mais c'est ça qui est bien aussi, c'est l'émergence voilà, d'un groupe de mecs qui s'entendent bien, qui se fondent dans un groupe. Alors forcément, il y a sûrement des affinités supérieures entre certains joueurs, c'est certain. Mais on peut pas enlever que ils sont vraiment en mission, je pense. Ils sont conscients de la mission qui leur est imposée là, de gagner la Coupe du Monde. Et ils ont les joueurs pour, ils ont la mentalité pour. Et je pense que c'est une super nouvelle. Et le grand gagnant là-dedans, c'est Didier Deschamps aussi. C'est que là, les critiques envers Deschamps, tu les entends plus. C'est bon. Les rageux là, on les entend plus. Ça gagne, ça joue. Oh là là, bah oui, Giroud il joue et il marque. Ah bah il a fait jouer lui. Ah bah il est bon en fait. Ah bah et puis finalement il a su changer de système de jeu. Voilà, c'est bon, c'est Deschamps là, il se mettre dans son canapé, les petites pantoufles là, hop là devant la cheminée. Allez, bah moi je vais être bien. Jusqu'en juin, je vais être bien, je vais regarder des matchs et personne va me critiquer. C'est exactement ça. Bon, on sait tous de toute façon que c'est pas Guardiola, mais il a gagné, il a les trophées, il fait jouer tout le monde. Et franchement, là, on va pas critiquer pour critiquer, évidemment, que tout n'est pas parfait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'équipe de France, que ce soit là en juin pour les échéances de Nations League ou après pour la Coupe du Monde, va être très compétitive. On est tenant de titre quand même de 2 compétitions, c'est pas rien. Parce que du coup, si on aborde un peu le futur hein, en petite conclusion rapide de cette vidéo, c'est que, voilà, comme tu as dit, c'est la Nations League qui va arriver. Avec 3 matchs contre le Danemark, la Croatie et l'Autriche en une semaine. 3 matchs, je pense que ça va faire du bien parce que c'est quand même des bonnes sélections européennes, mine de rien. Et qui vont permettre vraiment de jauger encore mieux ce dispositif, les joueurs en présence, la forme des joueurs aussi et leur intégration dans ce fameux dispositif pour arriver vraiment à la Coupe du Monde avec les grosses certitudes qu'il faut et puis la confiance aussi parce que clairement, là, les 3 matchs, on doit les gagner. On doit les gagner. Je sais pas si ce sera le cas, mais en tout cas, la vertu de ces 3 matchs, c'est qu'on joue contre 3 équipes qui ont un style de jeu différent. On a le Danemark qui d'ailleurs joue dans notre système aussi. Il y a un jeu qui est très fluide, très collectif, basé sur la possession. Une équipe de Croatie plus hybride et une équipe d'Autriche qui va être dans son camp face à nous. Donc c'est bien, ça nous fait travailler différents styles de jeu et ça nous prépare très très bien, je trouve, pour la fin de l'année. Eh bah parfait, écoute, regarde-moi ça, cette conclusion magnifique. En attendant de retrouver la magnifique équipe de France, vous pouvez retrouver un peu tous les articles qu'on a fait hein, sur les matchs et les grandes échéances là, de cette trêve internationale sur le site du club115.com. Retrouvez aussi toutes nos analyses sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube aussi. Différents contenus vont arriver de plus en plus souvent. N'hésitez pas aussi à checker le Twitch. Là, à l'heure où on enregistre cette vidéo, nous sommes donc le mercredi 30. Vendredi, pour le tirage des groupes de la Coupe du Monde, on va être en stream, en live hein, sur Twitch à partir de 17h30 à peu près, pour poursuivre tout ça tous ensemble, voir un peu quel destin attend la France et pour débriefer juste après. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous suivre et n'oubliez pas, le foot, ça se regarde avec les yeux, pas à travers les stats. Et puis à la prochaine, hein, Baptiste. Bah, à la prochaine, Max, salut tout le monde. Salut tout le monde.